Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Porte, qui est enseignant à côté de Metz et qui est le cofondateur de l'association Motrice, qui signifie Mouvement pour une transition intelligente de la société. Donc, c'est une association qui œuvre pour une écologie de la gratuité et une société du partage. Donc, bonjour Yann, est-ce que tu peux nous présenter ton association? Eh bien, bonjour Yann. Donc, Motrice, oui, comme tu l'as dit, c'est le mouvement pour une transition intelligente de la société. Donc, nous, on a été à l'initiative de plusieurs actions qui sont au croisement entre l'écologie et la solidarité à Metz. Donc, on a depuis 2018, on a ouvert trois magasins gratuits. Donc, c'est des magasins qui fonctionnent en gratuité complète pour l'usager, la personne qui vient nous voir. En gros, ça se présente comme une brocante. On a plein d'objets et les gens nous les ramènent, en fait. Les gens nous les ramènent, tous les objets dont ils ne veulent plus. Donc, plutôt que d'aller à la déchetterie, ils viennent nous les ramener. Et nous, on les met à disposition de qui veut bien les prendre. Qui veut bien les prendre. C'est-à-dire tout le monde. Il n'y a pas de critères sociaux. Tout le monde est le bienvenu. Donc, il y a des gens qui ramènent, il y a des gens qui prennent, il y a les gens qui font les deux. Ils ramènent et ils prennent. Et donc, nous, on est là pour que ça se passe bien, pour organiser ça, pour mettre cette structure-là au point. Et puis, ça dure depuis 2018. Donc, c'est une belle longévité. Parce que j'ai déjà vu, il y a plein d'initiatives de ce type qui fleurissent, qui naissent, mais elles ont du mal à s'inscrire dans le temps. Elles mettent en général, c'est quelques mois, quelques années. Puis après, il y a le phénomène d'épuisement un peu du bénévole, hein. C'est une grande force de donner, mais il faut une grande force pour donner. Et nous, on est là pour maintenant. On a eu 2 salariés. Donc, on a pendant quelques années, on a fait la performance de fabriquer de l'emploi sur la gratuité. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand même, on a créé quelque chose de, et quand on met les choses à disposition comme ça, gratuitement pour les gens, c'est vrai que c'est une fierté comme ça. On réussit quelque chose de nouveau, mais ça ne se fait pas sans effort. Et souvent, dans la société où on est, finalement, dans l'organisation, dans la direction, etc., on parle que d'argent, finalement. On parle beaucoup d'argent, puisqu'il faut financer la gratuité. On est dans un monde où c'est quand même l'argent qui est prépondérant, l'outil prépondérant. Et donc, il faut trouver les subventions, le mécénat, les dons de particuliers, le mécénat d'entreprise, etc., etc. Donc, c'est un gros effort, en fait. Mm. Alors, Ouais. comment est née Motrice? Je crois qu'il me semble que vous étiez un petit collectif, vous étiez 6 ou 7 personnes et vous étiez proche du mouvement des incroyables comestibles à la base, hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est ça, la particularité de notre mouvement, c'est qu'on s'est créé en jardinant. D'abord, on était les incroyables comestibles. On n'était pas seulement proches, on jardinait ensemble dans une petite plate-bande du jardin Jean-Marie Pelt à Metz, près du centre Pompidou, près du centre Pompidou-Metz, à proximité. Là, il y a un îlot de verdure. Et puis, Olivier a eu l'idée, Olivier Rudez a eu l'idée de demander la mise à disposition d'une bande de terrain à la ville de Metz, qui a été d'accord tout de suite. Et on a pendant 4 ou 5 ans, plus, même 5 ans, on a jardiné ensemble. Et puis, quand arrivait la morte saison, un peu l'automne, l'hiver, là, il y a moins d'activité, forcément, hein. Le pic, c'est au printemps et puis en été. Et là, on se disait, mais on est heureux d'être ensemble, quoi. On est un collectif où les gens, il y a de l'amitié qui circule, il y a de la force, et on a envie de faire plus. Et par l'intelligence collective, entre ces 6 7 personnes, un peu plus, parfois un peu plus, un peu moins, il y a des allées, des venues, on s'est dit, mais on pourrait faire quelque chose de mieux encore. Et on a fait fonctionner vraiment l'intelligence collective qui ne peut pas fonctionner sans une forme d'amitié. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important. Et bien, on a fait aboutir le projet des Trucothèques. Mais c'est pas, mais on ne voulait pas non plus être limité à on est des tenanciers de brocantes gratuites, quoi, hein. C'est pas que ça, hein. Et alors, on est beaucoup, quand on est à l'articulation du collectif et de l'individuel, de l'écologique et de la solidarité, il y a toujours le risque que l'un prenne le pas sur l'autre.
Donc, il faut maintenir l'équilibre. Et ça, c'est difficile. Parce que là, je vois ce que je constate, par exemple, comme un petit déséquilibre dans notre Tricodex, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent pour des raisons sociales. Donc, ils sont clairement, ils sont pauvres, hein. Voilà, c'est des populations précaires. Donc, on les a installés dans ces quartiers-là, les quartiers de la périphérie, les banlieues, Borny, Bellecroix, le quartier des Allemands, Outre-Seille. Ben, là, c'est là qu'il y a une concentration de gens oui, en précarité. Et donc, c'est quand même beaucoup à ce public-là qu'on a. Mais on a voulu, le but, c'est que ça ne soit pas un enfermement, c'est qu'il y ait des rencontres, c'est qu'il y ait la rencontre qu'il y ait un brassage social, peut-être on est à un lieu aussi où des gens de différents milieux se rencontreraient par ailleurs, ils se rencontreraient par ailleurs. Et là, ils peuvent se rencontrer. Mais souvent, c'est vrai que je remarque que l'objet attire, l'objet gratuit. C'est quand même, on est presque dans le domaine un peu du fantasme, quoi, la gratuité. Et on arrive à le faire. Mais c'est pas sans mal, c'est pas sans effort. Alors l'objet des interviews, c'est l'idée d'un monde sans argent, hein, évidemment, qui éliminerait la pauvreté, la misère, la précarité, la corruption, les guerres, un grand nombre de problèmes environnementaux aussi. Depuis quand réfléchissez-vous à une société de gratuité ou à un monde sans argent? Ah, moi, ça fait plus de 10 ans, hein, plus de 10 ans. Et ce qui a été décisif, moi, c'est la lecture d'Ivan Illich. Ivan Illich, grand philosophe, théoricien, penseur des limites de la modernité. En fait, moi d'abord, j'ai lu Une société sans école. Déjà, on parle d'un monde sans argent et lui, il parle d'une société sans école. Évidemment, on est dans les années 60-70, c'est la provocation, hein. C'est une provocation, mais en même temps, il va jusqu'au bout de cette provocation et il en tire quelque chose qui ressemble à une forme de sagesse. De sagesse. Il dit la modernité, c'est toujours l'illusion d'une libération par l'outil, par l'objet. Et puis l'être humain, il s'y retrouve pas, c'est contre-productif, quoi, hein. Il va toujours aux limites de la. Et moi, c'est ce penseur, dont beaucoup de penseurs actuels sont en filiation avec lui, qui m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et j'ai dit, si une société sans école, c'est possible, et ben, une société sans argent peut-être aussi. Oui. Parce que moi, Alors, je suis un grand sceptique à la base. À la base, je suis un sceptique, je doute. Et d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce petit univers de la gratuité, ils veulent tout de suite, quoi, hein. Ils veulent la gratuité totale tout de suite, hein. Mais c'est pas comme ça. Moi, je pense que c'est par des petits pas. Et à un moment, les structures, il faut d'abord infuser les consciences, de se dire que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc, c'est d'abord quelque part, oui, c'est un acte de foi. Mais jusqu'où va l'acte de foi? Jusqu'où? Les petits pas, d'accord. Moi, je pense qu'il faut l'ancrer dans le concret. Et donc, c'est ce qu'on a vraiment voulu faire avec Motrice, avec les Trucothèques, nos magasins gratuits. C'est ancrer, faire une expérimentation concrète de quelque chose qui paraissait impossible et qui devient possible. Motrice aussi proposait le projet 10 000 arbres, 10 000 Ah, enfants. voilà, oui, Hein, oui, donc, c'était le but, c'est de reforester l'agglomération de Metz en oui. utilisant la méthode Miyawaki. Donc, Miyawaki. donc c'est Ouais. Motrice qui avait lancé cette idée Ah ouais, aussi. tout à fait, tout à fait. Alors, on a planté plus de 10 000 arbres, 10 000 arbres sur 2 sites en méthode Miyawaki, c'est-à-dire des plantations de très petits arbres, mais très rapprochés, pour que le boisement soit très, très dense. Et donc là, on a fait ça en 2000, c'était 2021, donc c'était en octobre 2021, il y a eu la plantation de 10 000 arbres. On était à l'origine, nous qui sommes une toute petite association, on était à l'origine d'une des plus grandes plantations d'arbres de l'histoire de Metz. Donc c'est quand même, voilà, c'était aussi une belle expérience. Et là, ça pousse. Donc c'est une fierté, hein. Planter une forêt, c'est pas rien, hein. Et puis, il y avait une grande réussite au moment de la plantation. On attendait quoi? 200 personnes, il y en a 2 000 qui sont venues, quoi. Il y a 2 000 personnes, 2 000 participants.
Tu dis la gratuité est un moyen de changer la société. Donc pourquoi changer de modèle économique, Yann, d'après toi? Alors ça, oui, ça me semble toujours évident. Le modèle économique actuel, il est de plus en plus destructeur. Ça, maintenant, il y a consensus à peu près là-dessus. Enfin, ça dépend chez qui, hein. C'est vrai que si on regarde du côté des États-Unis, de Trump ou quoi, non, il n'y a plus consensus. Là. Il y a comme deux mondes, hein. Il y a deux mondes qui sont. Mais du côté du monde scientifique, d'une certaine forme de bon sens, on voit bien que ce modèle, il est extrêmement destructeur. Il est destructeur pour l'environnement, donc destructeur matériellement, mais il est destructeur intérieurement aussi. Il s'attaque aussi à l'intériorité de l'être humain. Et ça, il fabrique de l'aliénation. Ça aussi, hein, ça c'est très présent chez beaucoup de penseurs et depuis longtemps. Depuis longtemps. Euh, donc un système qui corrompt l'être humain dans son intériorité, qui détruit la nature, qui détruit les liens. C'est tellement de raisons d'en changer, ouais, de le transformer. Mais on ne pourra pas en changer comme ça, quoi. C'est pas on le jette à la poubelle et on en fait un autre. Non, non, c'est le transformer. C'est ça, c'est le mot important, c'est transformation. C'est-à-dire qu'on part toujours de l'existant, qu'on ne rejette pas, on le regarde tel qu'il est, on l'accepte parce que c'est ça, en fait, l'humanité a fait ça, on en est là. C'est notre niveau. On est à un niveau de crise d'adolescence de l'humanité qui casse tout, hein. C'est ça, on consomme sans frein, pas de sagesse, on y va à fond. Modèle désespérant, mais au fond de la désespérance, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, parce que il porte déjà en germe les fruits de quelque chose de mieux. C'est ma conviction. Alors imaginons qu'on passe maintenant dans une société sans argent. Mhm. Comment s'organise la politique commune? Il y aurait encore des présidents, il y aurait des assemblées locales, des référendums citoyens. Comment tu conçois la politique? Ah, ça, j'en sais rien de rien. Moi, la politique, c'est un monde qui me fait un peu horreur, beaucoup même, parce que je vois ce que ça fait sur les êtres humains qui y participent déjà. Là, je connais un certain nombre de gens qui ont fait de la politique et ils étaient toujours mieux avant qu'après. Donc, on dit le monde politique, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est vraiment ça. Le monde politique, tel qu'on le conçoit, le monde politique politicien, hein, il y a très peu à en attendre. C'est un monde un peu déchu. Mais en même temps, on a besoin d'eux quand même, parce que c'est eux qui ont les clés du pouvoir, par définition. Donc, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas être dans le rejet complet, même si mais en même temps, c'est pas d'eux que surgiront les solutions. Non, jamais, jamais, jamais. Eux, c'est des administrateurs de, et des gens qui veulent du pouvoir. Les idées, les impulsions, elles peuvent que venir de la société civile. C'est pas la même chose que le monde politique, hein. Mais c'est de la politique au sens noble, au sens large. Tout le monde est politique. Oui, oui, oui. Politeia, c'est les affaires de la cité, hein, les affaires de la cité. Mais ça, c'est au sens noble. On en a fait quelque chose de complètement déviant, à mon avis, en faisant une lutte exclusivement, une lutte de pouvoir et de maintien au pouvoir, hein. Et finalement, on va tellement loin dans cet esprit de compétition et de prédation que finalement, ben, on est en train de se demander si la démocratie, elle ne peut pas y passer, quoi. Et oui, il y a un vrai risque, je pense. On voit ce qui se passe aux États-Unis, etc. C'est quand même la puissance, la plus grande puissance du monde. Il y a un risque, il y a un vrai risque pour la démocratie. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se dit, si on voit peu que d'une manière utilitariste le pouvoir et maintenir au pouvoir, ben, la démocratie, c'est pas terrible, hein, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là. Vaut mieux une bonne vieille dictature, hein, ça c'est mieux, hein, ouais, ouais. Ou un régime illibéral maintenant, comme ils disent. Mais ça veut dire à peu près la même chose, un retour à des vieilles formes d'autoritarisme qui ont fait le malheur du XXe siècle, hein, c'est quand même, moi je suis prof d'histoire aussi, hein, en lycée. Donc, c'est le totalitarisme, ça a quand même été la grande plaie ouverte du XXe siècle, hein. Le siècle des camps. Mettre la liberté dans des camps. Voilà, c'est ça qu'ils nous promettent, ces gens-là, hein. Donc, il y a une vraie réflexion sur la démocratie. Donc toi, tu serais pour une démocratie directe avec des assemblées citoyennes locales? Alors, une démocratie directe, c'est toujours pareil. Moi, je suis pour.
quelque chose d'équilibré. Je pense pas que je suis pas au fond un utopiste au mauvais sens du terme. Je crois qu'on équilibre les choses. Il n'y a pas un souverain bien dans le réel, il n'y a pas quelque chose qui serait formidable. Quand on croit que quelque chose est formidable et que c'est la solution unique à tout, justement, on va vers un déséquilibre total. Et la démocratie directe, elle peut être, quand elle est complètement directe et qu'il n'y a plus que ça, elle peut être aussi totalitaire qu'un un autocrate unique. Ça peut être aussi largement aussi nocif qu'un Poutine ou un Trump, hein, bien sûr. Bien sûr. Si de toute façon, la démocratie directe, ça peut être très vite la tyrannie de la majorité, hein. Donc, mais il faut mettre un peu plus de démocratie directe quand même. Donc, mes positions sont nuancées, hein. Moi, je suis dans la nuance, hein. C'est compliqué, mais on ne peut pas en faire l'économie. Alors, Mm. imaginons qu'on passe dans une société sans argent. Comment Ouais, s'organiserait l'accès au logement? Parce qu'actuellement, il y a des locataires, il y a des propriétaires. Est-ce que les ouais. propriétaires garderaient leur logement? Il y a des personnes célibataires qui vivent dans des grands logements et des familles qui vivent dans des petits logements. Donc, comment s'organiserait, après la transition, l'organisation et l'accès au logement? Alors, moi, c'est par exemple, ça, c'est une question à laquelle je ne peux, à nouveau, je vais être décevant à chaque fois, hein, absolument pas répondre tout seul. Parce que répondre tout seul, ça voudrait dire que tu m'accordes un pouvoir que moi, je ne m'accorde pas. C'est-à-dire que toutes ces décisions-là, plus le champ de la gratuité et de l'émancipation, parce qu'on ne peut pas séparer gratuité et émancipation, plus le champ de la gratuité et de l'émancipation progresseront, c'est-à-dire plus le niveau de conscience de l'humanité va progresser, plus ces questions-là seront résolues de manière collective. Et moi, Yann Porte, en tant qu'individu, je ne peux absolument pas répondre à ces questions. Moi, je suis devenu un praticien et un théoricien quand même, parce que j'ai écrit des textes, hein, que je t'ai envoyés là. Je réfléchis quand même, hein, évidemment, mais il y a des questions dont je ne m'accorde pas la légitimité d'y répondre. Je pourrais y répondre, hein, je pourrais échafauder à une période, je faisais ça, hein, il y a 10-15 ans, peut-être que je faisais ça. J'échafaudais des utopies. Mais l'utopie tout seul dans son coin ou dans son petit groupe d'amis, ben, ça ne vient jamais. Il faut donc se colter au concret si on veut faire modeste. C'est un apprentissage de la modestie aussi, de l'humilité, tout ce qu'on fait là. Parce que il faut se colter à la difficulté du réel pour que les idées, peu à peu, surgissent collectivement. Et ça, on n'a pas l'habitude, parce que nous, on nous demande toujours une réflexion individuelle. Qu'est-ce que vous pensez individuellement? Mais on a beaucoup de mal avec la pratique du collectif, parce qu'on l'a perdu, on est dans des sociétés ultra individualistes et ultra consuméristes. Donc, c'est deux choses, c'est une richesse qu'on ne possède plus, dont on s'est dépossédé. Et pour de bonnes raisons d'ailleurs, hein. Avant, il y avait, avant dans les sociétés traditionnelles, avant le 19e siècle, sociétés rurales, il y avait le collectif. Le collectif était très, très puissant, mais le collectif écrasait l'individu. Par exemple, l'exemple type, c'est le collectif choisissait, ou la famille choisissait avec qui vous allez vous marier, par exemple, hein. Ça, c'est devenu dans nos sociétés impensable. C'est le symbole de l'aliénation, hein. Donc, il y a eu révolte et survalorisation de l'individu qui doit choisir tout. Il doit être libre et conscient. Il doit faire des choix libres et conscients. Mais ce n'est pas parce que vous choisissez tout seul dans votre coin que vous êtes forcément libre et conscient d'ailleurs, hein. On se heurte à un autre type d'aliénation. Si vous êtes trop individualiste, vous devenez simplement un tyran qui veut consommer et qui n'a pas de bonnes idées et qui est un être aliéné. C'est un autre type d'aliénation. Donc on doit aller vers quelque chose de plus équilibré où l'individu se retrouve à nouveau, se resitue, se revalorise au sein du collectif, mais pas selon son ego, selon, selon un équilibrage par rapport au bien commun. Voilà, c'est ça mon idée. Alors justement, comment s'organiserait le travail donc Hmm. des individus? Ok. Ils travailleraient un certain nombre d'heures par semaine, il y aurait de la polyvalence, certaines personnes voudront faire des métiers différents chaque semaine. Comment vous concevez la liberté dans un monde sans argent et la participation au collectif?
Ouais. Alors, pareil, je vais faire le même genre de réponse décevante. Et pour toutes celles de ce même type, ça sera toujours pareil. Moi, je ne m'accorde pas Alors, si, bien sûr, je peux échafauder des théories, mais c'est plus ça qui m'intéresse, moi. C'est comment on le pratique. Comment on le pratique à notre ici et maintenant. Ici et maintenant, dans notre réalité telle qu'elle est. On peut juger la réalité décevante, pourrie, aliénante, mais on est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on désespère, et je sais pas, au pire, si on est un radical, on se suicide ou on devient un terroriste. Ben non, non, nous, c'est pas le, le choix qu'on a fait. C'est que c'est faire avec le monde tel qu'il est, avec toutes ses limites, parce que ces limites, elles font partie du réel. Et le réel, c'est quelque chose d'insurmontable. Et l'utopie, justement, quand elle est prise au bon sens du terme, elle a besoin d'ensemencer le réel pour que donc l'utopie, ce n'est pas forcément ce qui n'est pas réalisable, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé parce que le niveau de conscience de l'humanité ne le permettait pas. Donc, je pense que forcément, un monde, je pense pas, je suis pas encore en train de penser à un monde de gratuité totale. Je ne sais pas ce qu'il sera. Je pense à un monde où il y a extension, c'est très subtil, hein, c'est très différent, où il y a extension du domaine de la gratuité et en essayant de le pratiquer. C'est très différent en fait, hein, parce que c'est un peu vain en fait pour moi de faire des grandes utopies ou des dystopies, je sais pas quoi, et des utopies où tout serait réalisé. Et après on dit ah oui, accès au logement merveilleux. Forcément, ça sera mieux. Mais comment on y arrive? Moi, ma grande question, c'est comment où on porte, à quel endroit on porte l'effort pour contribuer à aller vers ce qu'on désire tellement. Voilà. Donc forcément, l'accès au logement, il sera facilité. Alors, est-ce qu'il y aura des propriétaires, des locataires? Ben, s'il n'y a plus d'argent, ça n'a plus tellement de sens, hein, effectivement, mais moi, j'en sais rien. Moi, je sais que peut-être qu'il faut faire des expérimentations avant. Déjà, est-ce que le revenu de base, c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Nous, voilà, comment ça peut être aussi instrumentalisé par des puissants? Par exemple, Elon Musk, il est à fond pour le revenu de base. Il veut un revenu universel, mais parce qu'il voit bien il voit les chiffres des destructions d'emplois qui sont records. Donc il se dit, ben, à un moment, il va falloir faire un revenu universel si je veux encore des consommateurs qui achètent mes produits, mes Tesla, il voit les chiffres s'effondrer, du coup, il est pour un revenu de base. Mais il faut voir quelle attention il y a derrière. Parce que les plus grandes solutions qui paraissent émancipatrices en elles-mêmes peuvent être totalement récupérées par des gens complètement malveillants. Ça, c'est l'histoire, ça, l'histoire. Les plus belles utopies finissent souvent par excès en massacre, en camp de concentration, en génocide. Le communisme, c'est magnifique. L'idée communiste, quand on lit Marx, lui qui fait une si belle analyse de l'aliénation ouvrière et qui dit qu'il faut libérer les ouvriers, ça vient de Rousseau, il vient de Rousseau aussi, Marx. Mais il est tellement, il en veut tellement, il veut tellement de choses qu'à un moment, le réel ne se plie pas au régime communiste qui va se mettre en place. Donc, c'est le réel qui a tort et c'est les gens qui sont contre. Donc, il faut les enfermer dans des goulags. À un moment, c'est ça aboutit à ça. Et si on est trop utopiste et qu'on voit que le réel ou la société ne se plie pas à nos désirs, on finit ça peut finir par des mouvements de répression terribles. Donc, il faut rester les pieds dans le réel. Alors, admettons qu'on passe justement dans une société sans argent, toi qui fais partie des incroyables comestibles, comment se passerait l'accès à la production alimentaire? On peut penser que toute l'alimentation serait uniquement biologique dans une société sans argent, évidemment. Comment se passerait l'accès à la nourriture? Hmm. Alors, quand on a fait les incroyables comestibles, qui n'existent plus malheureusement à Metz, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, à un moment ça s'est tari. Nous, on faisait des distributions, des cueillettes gratuites d'aliments, de fruits, de légumes, tomates, pommes de terre, etc. Et, mais
c'était une action aussi concrète, mais aussi symbolique. Évidemment, on ne pouvait pas nourrir grand monde comme ça, hein, que quelques personnes. Et, mais c'est ça, c'est la force du symbolique. On la sous-estime souvent dans nos sociétés complètement techniciennes, technicisées. Il y a un déficit du symbolique. Et le don, on est dans l'univers du symbolique quand il y a don. Et après, voilà, je vais faire les mêmes réponses. Je ne sais pas comment ça s'organise. Et le bio, est-ce que tout sera bio? Ben, j'espère, mais pour l'instant, dans le monde où on est même un peu en recul avec le bio. On voit que ça recule parce que il y a eu une reprise en main de l'agrochimie. Le réel, c'est des rapports de force, malheureusement. On voudrait s'affranchir de tout ça. Et l'apprentissage du réel, c'est de se dire, eh ben non, on en est là. Ouais, la réalité semble parfois complètement misérable, absurde, pleine de bassesse, quand on voit des dirigeants s'exprimer, monter de toutes les intolérances, etc. Ah oui, ils en sont encore là, ceux-là. Ils osent venir, et ça marche en plus, il y a du succès. Alors, mettre à disposition les choses gratuitement, là, à commencer par la nourriture, ouais, c'est la base. Mais au fond, eux, ils disent, mais ils sont intéressants, les gens, par exemple, extrémistes, les gens d'extrême droite, ou les gens qui sont très pour la protection de l'argent. Ils disent, mais c'est le plus formidable outil que l'humanité ait jamais inventé. C'est un outil, on ne peut pas s'en passer. C'est un outil d'une performance incroyable. Et ils ont raison, là-dessus, ils ont raison. Donc, au fond, moi, j'ai envie de dire, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'intention de celui qui s'en sert. Je vois des gens qui font des choses formidables avec des levées de fonds et tout ça, mais il y a un outil. Il y a un outil. Comment on peut Qu'est-ce qui nous donne envie de se passer de ce superbe outil? Ben, c'est les mésusages, en fait. C'est la multiplication des mauvais usages. Et donc, c'est pas l'outil en lui-même, c'est la finalité qui est mauvaise. Et tous mes camarades là, hein, de Mosika aussi bien Gérard Leblanc, Marc Chinal, enfin tous les auteurs qui ont rencontré et qui ont réfléchi à ça, ils disent non, 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 c'est l'outil qui est mauvais en lui-même. Et ben moi, on a une grosse différence. Moi, je ne pense pas que l'outil argent, il est mauvais en lui-même. C'est quand on fait de cet outil argent une fin en soi, la finalité de son existence, que ouais, là, il devient mauvais. Mais comme ça se généralise, effectivement, l'humanité, elle est en danger, ouais, de corruption totale par l'argent. Ouais. Parce qu'elle fait un mauvais usage d'un outil trop puissant pour son niveau de conscience, en fait. C'est ça, c'est ça le cœur de ma pensée. C'est vrai que la majorité des postes monétaires sont pour une société non marchande, donc sans argent et sans moyen d'échange, sans aucun moyen d'échange, hein. C'est souvent les deux. Alors qu'on peut aussi concevoir une société sans argent où l'argent dette serait remplacé par un autre mécanisme, un peu comme des jetons qu'on échangerait les uns les autres, hein. C'est une autre façon de voir les choses, hein. Mais souvent, les postes monétaires sont vraiment sur un système amonétaire et Mm. sans aucun moyen d'échange. Donc, toi, de ton côté, tu penses que l'argent, ce serait d'enlever l'aspect négatif de l'argent pour peut-être le remplacer par quelque chose d'autre, pour faciliter les échanges? À enlever l'aspect négatif de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui est négatif en lui-même, c'est les puissances et les gens et les groupes de gens qu'il y a derrière. C'est l'usage qu'on fait de l'argent. C'est et après, c'est comme si ça s'autonomisait en fait. Les mauvais usages s'autonomisent. Le capitalisme devient prédateur. Et c'est comme ça qu'on fait. Et on fait des écoles de commerce où on enseigne ça. Et ça devient tout un système. Et donc, les gens sont pris pendant des générations là-dedans et ça monte en puissance. Ça devient de pire en pire. On invente toujours des produits financiers plus vicieux. Et, et oui, 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 c'est tout un système de non-conscience. C'est de la non-conscience qui se prend pour de la conscience. C'est compliqué, hein, c'est-à-dire que on fait du mal, mais on n'en a pas du tout l'impression. On a l'impression de faire du bien.
on invente des produits financiers qui vont au final appauvrir encore plus le tiers-monde, faire fabriquer des famines en Afrique. Oui, ça existe, ça, hein, des produits financiers qui, si on spécule sur l'alimentaire et que les gens n'en ont plus, spéculation, on est un criminel finalement, oui, on a tué des gens, on les a fait mourir de faim en Afrique, en Amérique du Sud, oui. Ouais, ouais, on est un criminel. Et les gens qui font ça n'en ont absolument pas la conscience, ou ils s'en foutent, quoi, ou c'est comme ça. Et en fait, c'est ça le problème, le fond du problème. Ils utilisent un outil surpuissant avec une absence totale de scrupules et de conscience. Pour faire des performances, parce ils sont focalisés sur leurs performances, faire monter leurs avoirs, leurs fortunes, devenir milliardaires. Voilà, le grand fantasme. Et ils ont cet objectif et ils n'en dévieront pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors, toi qui es enseignant dans un lycée, comment s'organiserait l'éducation justement dans une société sans argent? Parce que l'éducation, évidemment, c'est le socle Mm. de la conscience, hein. Il s'agit d'élever le niveau de conscience de la population. Donc, comment s'organiserait l'éducation? Peut-être avec des formes alternatives comme Montessori, Mm. Freinet, où les jeunes participeraient très tôt au logement, à la construction, à des activités plus pratiques. Ouais. Ah ouais, encore là, c'est compliqué. Forcément, une société qui va dans le sens de plus de conscience, de plus d'émancipation, elle transmet autrement. Elle transmet ce elle a à cœur de transmettre autrement. Et moi, je pense qu'on ne transmet pas autrement. La meilleure manière de transmettre, la seule manière de transmettre au fond, c'est l'exemplarité. Qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants? On transmet ses manières d'être, au fond. On transmet ses manières d'être. Si, si on est un prédateur, un voleur, quelqu'un qui ne respecte jamais les autres, vous pouvez, vous pouvez mettre votre enfant dans les meilleures écoles Montessori, Freinet, machin. Ce que vous aurez transmis par votre exemple, c'est ça en fait, hein. C'est ça. Et l'inconscient travaille là. Là, l'inconscient, on voit l'inconscient, il est très fort. Si vous êtes au contact de gens, vous allez transmettre ce que vous êtes. On enseigne avec ce qu'on est, plus que le contenu. On a un contenu officiel, on a un programme. Ben oui, le programme, voilà, il peut être jugé intéressant, moins intéressant. Euh, Moi, le programme, en histoire, c'est la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les conflits, hein. Mais au fond, c'est un prétexte, le contenu. Un prétexte intéressant, hein. C'est bien d'avoir de la culture, c'est bien d'être érudit, c'est bien d'accumuler du savoir. C'est pas mal, c'est bien. Mais le cœur de la transmission, il n'est pas là. Le cœur de la transmission, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est, c'est les valeurs qu'on a réussi à intégrer en soi. Et ça, c'est ce que capte l'inconscient des gens, de ceux à qui vous vous adressez, et qui vous prêtent l'oreille ou pas. Parce que la transmission, l'éducation, entre guillemets, c'est l'attention. Or, on est dans des sociétés de prédation de l'attention par les écrans, par exemple. On voit la catastrophe sanitaire que c'est parmi les enfants avec des cerveaux qui ne sont pas encore formés. Et bien sûr, malheureusement, certains parents se sont dit ça peut faire un petit écran dès le berceau, ça peut faire l'économie je prends les cas les plus caricaturaux, hein, de la babysitter. Et oui, l'enfant sera plus calme, plus centré, mais ça détruit son cerveau, quoi. Ça, on le sait maintenant, hein. Or, il y a toujours des gens qui pratiqueront comme ça, hein, leur éducation. Le but, le fond du problème, c'est la facilité. La facilité. Moi, je réponds toujours, jamais sans répondre directement, hein. Je ne réponds jamais directement à tes questions, hein. Parce que je m'en estime, je rappelle à nouveau, je ne m'en estime pas légitime parce que je ne sais pas ce que demain sera. C'est collectif. C'est pas moi, Yann Porte. Je pourrais faire l'utopiste, mais c'est plus ce qui m'intéresse. C'est voir comment on peut raccrocher le réel à demain. Voilà, donc justement, la grande question, comment y parvenir? Donc, quelle transition tu imagines? Quelle possible transition qui pourrait nous mener vers un monde de gratuité et de partage? Alors voilà, là, on atteint le cœur du problème. Comment on va vers ce qu'on a envie, vers le monde désirable qu'on a envie. Déjà, il faut lâcher
déjà, dans l'absolu, on sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Ça ressemble jamais à ce que moi, mon petit ego limité, enfermé dans ses limitations, il veut. Il veut des choses simplistes en général, en fait, et qui ne sont pas vraiment intéressantes. Le réel, c'est l'ensemble de l'humanité, c'est le collectif. Ça va même certainement au-delà, c'est d'autres encore qui sont à l'œuvre. Donc, forcément, quand en soi on cultive un, un, un idéal des valeurs, déjà, on cultive des valeurs d'émancipation, eh ben, c'est pas sans mal, mais en même temps, on a une forme de fierté de cet effort. C'est du travail sur soi, en fait. C'est le travail sur soi. Et on en voit quand même au bout d'un moment des signes. C'est un peu comme une récolte. On est porteur de force. On est porteur de force. Voilà. Il faut être porteur de force, mais constructive. Il y a effectivement des gens qui sont porteurs de force, mais destructrices, hein, c'est sûr. Et donc, il faut déjà observer ça. Observer ça. Et c'est comme ça, en fait, la transition, parce que nous, on parle toujours de l'univers matériel. L'argent, le grand lieu du fantasme, la puissance, l'univers matériel, la consommation, comment ça va s'organiser. Et c'est indéniable, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est pas le cœur de l'être humain. L'être humain, c'est d'abord, c'est autant une conscience et même davantage, et c'est subtil. C'est une conscience qui doit évoluer, qui doit se transformer pour atteindre des choses qu'il croit impossibles. C'est ça, en fait. Et c'est un effort. Et les gens, malheureusement, on est dans des sociétés où l'effort, il se porte pas forcément bien. C'est un gros effort, en fait, de travailler sur soi, d'évoluer. Effort contre soi-même, d'ailleurs, souvent. Contre ses mauvais penchants, à la facilité. Et puis, en plus, on est dans un monde de consommation où tout est fait pour que vous facilitez la tâche. Eh ben non, non, non. À aller vers un monde où il y aura moins ça, moi, je suis prudent, hein, moins, eh ben, c'est renouer avec la valeur de l'effort. Et c'est compliqué. C'est pas très attirant, en fait. Mais si à mon avis, si l'humanité veut perdurer, veut évoluer, perdurer, on n'y coupera pas. Parce que les enjeux, ils sont immenses. Ou alors, si on rate le coche, et je sais qu'on sera toujours une minorité là-dessus, si on rate le coche, on évoluera vers une société à la Trump ou à la Poutine, c'est-à-dire les vieilles recettes bien, bien répressives, bien du 19e ou du 20e siècle. Et ça ne fait pas envie non plus. Alors, par rapport à des transitions possibles, il y a certaines personnes qui voient un effondrement Ouais. économique, hein, ils voient un effondrement écologique, économique, une grande crise qui ferait que les gens vont souffrir et donc changer, hein. Beaucoup de gens voient ça. Certaines personnes voient la politique, un grand mouvement social et populaire qui puisse prendre le pouvoir. D'autres personnes voient la possibilité de villes sans argent ou de lieux sans argent qui se multiplieraient, qui créeraient des fédérations et qui commenceraient à donner l'exemple en quelque sorte. Toi, de ton côté, tu es vraiment pour le travail sur le terrain à travers des activités, à, à populariser la gratuité. Donc, avec toutes ces formes de transition, lesquelles tu vois possibles. Par exemple, la politique, des lieux sans argent sont possibles, sont des moyens de transition pour toi? Alors là, je vais aussi citer un auteur qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai lu à la parution de c'est Paul Ariès. Paul Ariès. J'ai lu, lui, il parle pas de gratuité totale et inconditionnelle. Il parle, et ça c'est vraiment, là je suis vraiment en résonance avec lui, il parle d'extension du champ de la gratuité émancipatrice. C'est ça en fait, hein, le cœur. Donc, en fait, moi, son livre, il est paru, je crois, en 2017 ou 2018, je ne sais plus. C'était Gratuité versus capitalisme. Je pense que tu dois connaître. Et là, lui, il propose vraiment des solutions concrètes. Et il montre, chiffres à l'appui, parce que c'est un sociologue. Donc, lui, c'est les enquêtes de terrain, c'est les chiffres. Il montre tous les aspects. À chaque fois qu'il y a eu de la gratuité, contrairement à ce qu'on a pu penser, il y a eu un moment, peut-être il y a un moment de délire,
mais il y a un moment d'abus peut-être, oui. Mais à un moment, il y a un moment où ça se régule, il y a une régulation, et après, finalement, on consomme moins et on consomme mieux. Lui, par exemple, il prône la gratuité de l'eau, mais c'est jamais comme ça, c'est jamais en illimité non plus. Parce que l'être humain, il doit prendre conscience de son inclusion déjà dans la nature, et de son caractère limité. Et après, quand il a ça qui est ancré en lui, il va devenir beaucoup plus sobre. Les, les- le, nos sociétés, tout le gâchis qu'on voit, tous les comportements pathologiques en fait de surconsommation, ils sont là pour combler un vide. En fait, en psychologie, c'est quand même bien, ça c'est bien étudié, ça, hein. On sait que c'est comme ça, hein. Ça, il y a il y a eu plein d'études de psychologues qui sont consacrés à ça. Donc, en fait, nous, on a l'exemple, on nous met constamment en exemple et comme un modèle désirable des gens malades, en fait. C'est le modèle pathologique qui est devenu la norme. Donc en fait, quand on vous dit dès l'enfance que regardez cette star, machin, comme elle consomme bien et tout, et en fait, c'est souvent des gens malades. Souvent, il y a des addictions derrière, toxicomanie, alcoolisme. Donc, en fait, ce n'est pas des modèles désirables du tout, c'est des modèles de déchéance en vérité, mais qui sont repeints avec des couleurs gaies, avec des couleurs, des paillettes, hein. Donc, c'est tout on est dans le monde de l'illusion et de l'ignorance. Il faut sortir du monde de l'illusion et de l'ignorance. C'est ça le travail. Je ne réponds pas du tout à la question, hein. Alors, Paul Ariès, justement, il avait lancé un appel, c'était vers une civilisation de la gratuité, hein. Oui. Alors, quels sont les secteurs, donc il parle d'extension de la gratuité, quels sont les secteurs, mis à part l'eau, qu'il voit se développer en Ah, il y en gratuité? a plein. Il y en a plein. En fait, il faut toujours partir. Alors là, c'est là que je suis un peu réaliste, moi aussi. C'est qu'il faut toujours partir de ce qui est déjà là. Il y a il y a eu un grand mouvement de gratuité. Lui, il a beaucoup étudié les gratuités dans les médiathèques. Le fait que, qu'est-ce qui se passe quand les médiathèques deviennent gratuites? Il y a beaucoup de villes en France où les médiathèques, ben, elles sont gratuites. C'est intéressant. Eh ben, les gens, ils sont plus régulés. Quand ils savent que c'est gratuit, ils vont emprunter vraiment ce qu'ils ont besoin et ils vont avoir tendance à plus lire le livre qu'ils ont vraiment besoin, qu'ils ont vraiment emprunté, plus regarder le DVD, plutôt que quand ils ont un accès, ils ont payé un accès illimité, ils vont en prendre 50 et puis ils vont même pas les regarder, quoi. Voilà, et ça, c'est avéré, quoi. Il a fait une étude là-dessus très poussée sur la consommation culturelle. La consommation des biens culturels, elle est beaucoup plus intéressante quand c'est gratuit. Les musées, les gens prennent le temps d'aller au musée. Ils- quand c'est en accès libre, ben on a une consommation plus intéressante. Et après, il y a des limites. Moi, j'ai milité pendant un certain temps pour la gratuité des transports en commun. Il y a plein d'endroits où c'est pas possible. Il faut se dire, c'est pas possible partout. À Paris, au centre-ville, ils sont déjà saturés. Ça n'apporterait rien en fait de les faire gratuits. Bon, il se trouve qu'ils sont dans la dynamique inverse, hein. Depuis les Jeux Olympiques, par exemple, un ticket de métro, c'était 1,10 € avant les Jeux Olympiques, c'est 2,50 € maintenant à Paris. Donc on est dans une surenchère. Et malgré tout, les rames de métro dans plein de stations, dans plein d'endroits, c'est archi plein. On ne trouve pas de place, même qu'on augmente le prix. Donc là, on est dans des situations de saturation. Et la gratuité, ça n'apporterait rien de plus. En fait, ça serait la loi du plus fort, celui qui va le plus dans la rame, et les plus faibles. Enfin voilà, il y a des endroits où il faut admettre que ça ne sert pas. Là, quand un service public est saturé, la gratuité n'apporte pas plus, quoi. Bon, après, moi, je préférerais quand même que le métro soit gratuit, mais ça, c'est ma préférence, évidemment, personnelle. Mais ça n'apporterait pas de solution à la saturation. Quand c'est saturé, faut trouver d'autres choses. Ça Alors, oblige à la créativité, à l'inventivité. alors, j'avais fait une interview aussi avec Olivier Rudez, hein, qui fait partie de Motrice. Lui, il Oui, recense des magasins gratuits dans toute la France aussi, hein. oui, Hein.
Un ami, un très bon ami. Ouais. Et alors, quels sont le futur de ces magasins gratuits du mouvement Motrice? C'est quoi votre programme des prochaines années? Ah. Bah déjà, moi, c'est se maintenir. Là, on arrive à une période où l'enthousiasme, il est peut-être moins fort, mais euh, il y a comme, il y a déjà, est-ce que on va continuer le défi de maintenir les 3 magasins gratuits? Moi je porte ça beaucoup aussi sur mes épaules, hein, parce que comme on l'a dit, je suis enseignant, donc c'est comme ça que je gagne mon argent. C'est important de savoir comment les gens qui prônent la gratuité gagnent leur argent. Moi, je suis prof de lycée, donc ça, c'est mon salaire, j'ai mon salaire de prof de lycée. Et puis, pour Monotrice, je ne touche pas 1 euro, zéro. C'est bénévole complet. Je suis aussi, j'ai d'autres activités. J'ai une émission de radio. J'ai une émission de radio. À force de faire des émissions, de promouvoir nos idées nouvelles sur des postes de radio, la radio RCF de Metz m'a proposé d'avoir mon émission et j'ai relevé le défi. Là, je dois faire une émission par semaine. Donc, c'est pas. Et depuis 3 ans, je tiens. J'arrive à faire mes émissions 1 fois par semaine. Donc, j'ai beaucoup d'engagement extérieur, en fait, hein. Je m'intéresse à toutes sortes de choses. Donc il faut que je retrouve. Moi, l'avenir de Motrice, c'est recruter des gens qui veulent bien faire cet effort-là, peut-être même ce petit sacrifice. On sacrifie du temps, de l'énergie, même un peu d'argent, parce que moi, je ne me paye pas mes transports, je n'habite pas directement à Metz. Donc, voilà, la gratuité coûte à celui aussi, peut coûter aussi un peu à celui qui va la promouvoir. C'est comme ça, c'est l'effort, l'effort. Et le but, c'est convaincre des gens. Moi, mon but maintenant, c'est convaincre des gens de m'aider à un bon niveau. Alors, des bénévoles, on en trouve, hein, mais pour faire des choses très spécifiques comme de la comptabilité, de la gestion, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quelqu'un qui veut bien faire de l'échange, qui va trier des vêtements, on en trouve et c'est très utile, très bien, hein. Mais quelqu'un qui va faire de la comptabilité, c'est déjà beaucoup plus dur de convaincre quelqu'un de faire ça bénévolement. Et puis, innover, là, c'est très. Oui, c'est compliqué. Mais il faut trouver un second souffle. Donc, écoute, bah, je te remercie beaucoup, Yann, pour cette interview, hein, sur la gratuité comme vecteur de lien, hein, pour un changement de la société. Je vais organiser des tables rondes dans le futur. Tu voudras y participer? Ah oui, 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 bien sûr. Bon, bah, écoute, je te dis à très très bientôt alors, Yann. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Bye bye, Marianne. au revoir. Au revoir.